Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chrétienne sans tabou, le podcast où on parle à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler de la moins rare des maladies rares, la drépanocytose. Et pour aborder ce sujet, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Amandine. Christelle vit avec la drépanocytose et elle va nous expliquer un petit peu comment elle évolue avec cette maladie, comment elle se bat au quotidien, comment elle a aussi puisé une certaine force vis-à-vis de cette maladie-là et surtout comment elle s'appuie sur le Seigneur. Avant d'aller plus loin dans son témoignage, vous savez que j'aime bien donner quelques petits chiffres pour recontextualiser un petit peu les sujets que l'on aborde. Donc il faut savoir qu'il y a dans le monde 4 à 5 millions de drépanocytaires. C'est la maladie génétique la plus répandue en France. En 2022, il y a eu 684 cas de drépanocytose qui ont été dépistés et on peut dire qu'il y a à peu près une naissance sur un peu plus de 1000 qui concernent des cas de drépanocytaires. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, en France, il y aurait à peu près 30 000 drépanocytaires. C'est énorme et pourtant c'est une maladie qui, bien qu'elle soit aussi présente, est très invisibilisée. On a encore eu, il me semble, il y a quelques mois, un cas d'une jeune femme drépanocytaire qui s'est présentée aux urgences et faute de connaître sa maladie, elle a attendu et elle est décédée des suites d'une crise. Donc vraiment aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de la drépanocytose et surtout comment nous, en tant qu'Église, on peut accompagner et soutenir les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Sans plus attendre, on va commencer. Christelle, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien. Bon. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur notre plateau. C'est vrai que parler de la drépanocytose, c'était quand même pour nous une évidence parce que autour de nous, on entend souvent parler de cette maladie-là. Aux infos, comme je l'ai dit dernièrement, on a eu ce cas-là. Mais concrètement, vivre avec cette maladie, il n'y a que les drépanocytaires qui peuvent l'expliquer, nous faire comprendre un petit peu quand on parle de crise, quand on parle de gènes, etc., de quoi on parle. Est-ce que, avant qu'on ne commence, tu pourrais déjà juste nous expliquer qu'est-ce que la drépanocytose ? Alors, donc la drépanocytose est en fait une maladie du globule. Tout simplement, c'est le globule rouge qui, lui, est mal formé, en forme de fossile, entre guillemets. Et donc, il va s'agglutiner un petit peu à certains endroits, dans les membres, et choses comme ça. Et du coup, empêche l'oxygène de passer, ce qui crée, entre guillemets, ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Donc, c'est des crises qui sont extrêmement douloureuses, qui peuvent être situées dans n'importe quel endroit du corps et souvent qui nécessitent des hospitalisations, des transfusions. Voilà, il y en a même qui ont pu être en réanimation parce qu'en fonction de là où la crise est localisée, elle peut avoir des complications très graves. Donc voilà. D'accord, ok, très bien. C'est vrai qu'on entend souvent, enfin en tout cas souvent, on entend que la drépanocytose concerne des formes de globules rouges qui ne seraient pas ronds comme ceux exactement. On a l'habitude, on a Exactement. appris à l'école, mais ce serait plutôt en En forme forme de croissant de lune, voilà, d'accord, exactement. ce qui va créer ce que tu Tout disais. à Donc, fait. Donc, dès qu'il y a un manque d'oxygène, pour X ou Y raison, c'est à ce moment-là que ça s'agglutine et puis du coup, voilà, et ça crée la crise. Ok, d'accord, très bien. Alors du coup, maintenant que tu nous as vraiment éclairci un petit peu sur ce qu'est la maladie, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as appris que tu étais porteuse de cette maladie et comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu? Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai cette maladie depuis ma naissance, mais pour le coup, elle a été découverte qu'à l'âge de 6 ans. Et on va dire par force, parce que ma mère a demandé des examens, parce qu'elle m'emmenait tout le temps voir le médecin ou à l'hôpital pour les mêmes raisons, pour des douleurs. Je me plaignais souvent des jambes, des bras. Et à chaque fois qu'elle m'emmenait chez les médecins même n'y croyaient pas, en fait. Ils lui disaient, mais oh, elle fait de la comédie, on voit pas ce que ça peut être, ici et là. Et puis un jour, j'ai continué à avoir mal, donc elle m'emmenait à l'hôpital. Et donc, c'est là un interne qui passait par là par hasard lui dit, mais votre fille, elle serait pas atteinte de drépanocytose? Et puis, bon,
ma mère ne sachant pas vraiment, elle dit, bah non, je pense pas. Et donc là, l'interne dit, mais écoutez, on va quand même faire les examens, enfin, pardon, on va faire le test. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la prise de sang a révélé que j'avais bien la drépanocytose. Et donc, à ce moment-là, il y a eu la prise en charge qui s'est faite immédiatement. J'ai été transférée donc dans un hôpital qui s'occupe donc des enfants drépanocytaires. Donc après, moi, de mon souvenir de 6 ans, je sais pas vraiment, je pense plus que c'est mes parents. Pour eux, comme elle m'a expliqué, ma mère, ça a été un peu comme un coup de massue. Pour eux, c'était un petit peu difficile de se dire, bah, tout ce temps, en fait, notre enfant souffrait, on n'arrivait pas à mettre un mot, un nom sur les douleurs qu'elle avait. Et puis bon, finalement, on Ouais, elle découvre a fait ça. vraiment quelque chose, hein. Voilà, Ouais. donc tout ça, ça a été difficile à gérer. Et puis bah, là, toutes les choses ont commencé, hein, les hospitalisations, les consultations, les différents examens. Il y a une surveillance qui est très accrue chez les drépanocytaires. Donc voilà, c'est les allers-retours et puis beaucoup d'hospitalisations. Donc quand on est enfant et de surcroît à l'école, on manque beaucoup l'école parce qu'on est souvent hospitalisé. Donc c'est difficile dans le parcours scolaire, c'est difficile dans la vie sociale, enfin voilà. Donc faut vivre avec et puis avancer et voilà. C'est ce que, en tout cas, j'ai essayé de faire dans mon enfance, en tout cas. D'accord. Comment, alors, sur le moment de l'annonce, c'est vrai que 6 ans, Mhm. tu pourrais pas t'en rappeler, mais Oui, comment ensuite tu as évolué avec cette maladie-là? Justement, tu parlais de l'école. oui. Euh, Comment ça se passait pour toi à l'école? Est-ce que tu devais expliquer ou est-ce que tu expliquais sans pression ce que tu avais? Est-ce que c'est quelque chose que tu préférais plutôt cacher, même si tu avais des absences, mais pas Oui. envie que les gens sachent que tu étais malade? Alors, on a dû quand même hein, en parler à l'école parce Oui, bien que sûr, ça, effectivement, oui. sur un parcours scolaire, Ouais. il y a des absences quasiment 2 fois dans le mois, voire une fois dans le mois quand ça se passe bien. Mhm. Donc, il faut l'expliquer pourquoi bah, il faut qu'elle s'hydrate toute la journée. Il fallait que je boive de l'eau plus que tout le monde parce qu'il faut que mon corps reste toujours hydraté pour éviter les crises. Les moments d'activité sportive, ben, je me retrouvais dispensée Mhm. parce qu'on doit éviter aussi les activités trop intenses avec voilà, des sports soutenus. Donc tout ça, il faut l'expliquer autour de nous. Et c'est vrai que c'est compliqué au regard des autres parce qu'on peut passer d'un état tout à fait normal, en allant très bien, à un état où on devient très douloureux et c'est très compliqué à gérer, quoi. Et donc, au regard des autres, si on se dit, mais je comprends pas, elle allait bien il y a 5 minutes, et puis là, maintenant, il faut absolument l'emmener à l'hôpital ou autre, on comprend pas, quoi. Mais voilà. Ok. Parce que c'est vrai que quand j'ai écouté d'autres témoignages de drépanocytaires, la difficulté, c'est souvent le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que tu viens exactement de dire, c'est-à-dire comment, d'un instant Un autre, on passe, où ça va très bien, c'est ça, la personne d'un coup est souffrante, douloureuse, c'est ça, et c'est vrai que ce n'est pas une maladie. qui est visible. C'est Exactement, ce c'est qu'on ce que appelle un j'allais dire. handicap Oui, invisible. ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, il faut pouvoir l'expliquer et Oui. malheureusement, c'est très difficile. Quand on ne subit pas la drépanocytose, c'est Oui. très difficile d'expliquer ces douleurs monstrueuses qu'on a Mm, mm, et qui vraiment nous prend toute l'énergie qu'on a, quoi. mm. Donc voilà. Mais après, moi personnellement, dans mon cas, c'est vrai que j'ai choisi de ne pas laisser de place à cette maladie. Donc comme j'aime dire, j'ai cette défaillance. Mhm. Effectivement, mon corps a besoin des moments d'être au repos, d'être rechargé. Mais à partir du moment où la crise est passée, je me dis, voilà, je reprends ma vie comme elle est. C'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant. Mm, Pas mm. que j'ai honte de la drépanocytose, juste parce que je ne veux pas lui laisser de place, en fait. Ok, très bien. Oui, c'est le parti pris Oui, que tu as aujourd'hui. Et c'est vrai que en ayant ce parti pris-là, je me demande ben justement les périodes de l'adolescence, oui, voilà, où justement, quand tu le disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir du lien social puisque souvent c'est ça, absente, parce que différente. exactement. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment qui est déjà compliqué Oui, sans maladie? c'est ça. Mais là, avec la drépanocytose, comment tu as pu gérer cette étape? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. En fait, c'est une maladie qui force à gagner en maturité très rapidement. Oui. Parce que, Bah, voilà, on doit apprendre à gérer son corps. On a il y a des choses à faire en prévention pour ne pas tomber malade, on le sait. Donc, on sait qu'on a certaines choses qu'on doit faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc, ça nous force à grandir plus vite. Par rapport à l'adolescence, Ouais, voilà, on est dans cette période où déjà, en étant adolescent, on essaie déjà de comprendre son ouais, corps, tout à fait, déjà. c'est vrai. Donc, tu mélanges tout ça. Oui. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais après, bon, bah, tu es obligé d'aller de l'avant et puis accepter les choses telles qu'elles sont, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ok.
Tout à l'heure, tu nous disais donc la drépanocytose engendre des hospitalisations pardon, Oui. régulières. C'est des hospitalisations qui peuvent durer combien de temps qu'on puisse se faire une idée Oui, alors ça dépend de l'intensité de la crise. Généralement, ça peut aller à 1 semaine, 2 semaines, D'accord. 3 semaines pour certains. Enfin, après, si tu vas en réanimation ou autre, mais généralement 1 bonne semaine. Donc, c'est une hospitalisation où on est sous oxygène, Mhm. où on a des médicaments qui sont très forts, comme la morphine. À Ouais. part la morphine, c'est très difficile de calmer ces crises. Et voilà, essentiellement, voilà, des antidouleurs et l'oxygène. D'accord. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que on se représente pas très bien, en tout cas, je pense, ce que ça peut engendrer, mais le fait d'être hospitalisé, pardon, disons 1 semaine, Oui. quand tu sors d'hospitalisation, forcément, tu ne reprenais pas tout de suite Non, les cours, puisque non, 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 l'hospitalisation fatigue. c'est ça, Donc, exactement. effectivement, une scolarité en dents de scie. Exactement. Tu Et peux te est-ce que, du coup, la drépanocytose a eu un impact Oui, sur ton choix professionnel? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que donc, tu savais très bien qu'il y avait des choses que tu pouvais oui, faire, d'autres que tu ne pouvais pas faire. exactement. Donc, ça veut dire que même ton projet professionnel devait être en Bien sûr. accord Oui, tout à fait. Oui, avec cette oui, oui, maladie. oui, oui, ben, effectivement, très rapidement, le médecin donc référent qui s'occupait de moi à l'époque Mm. a dit à mes parents qu'il faudrait que je trouve un métier qui corresponde à ma maladie. Oui. Donc quelque chose qui soit sans stress, une position plutôt assise. Donc très rapidement, le métier de secrétariat Mhm. s'est très rapidement imposé, entre guillemets, parce que c'était un métier dans lequel je serais on va dire, au calme. Voilà. Ok. Donc, Ok. mais voilà, pas de métier à risque, pas de choses, métier en altitude ou autre. Donc, forcément, sur un projet scolaire où moi, au départ, je m'imaginais être avocate un jour, Mhm. bon, bah, le métier d'avocate, le stress, du coup, n'est pas Mhm. compatible avec la drépanocytose. Donc, Effectivement. bon, bah, très rapidement, effectivement, j'ai été menée, conduite sur un circuit professionnel. Oui. Donc, j'ai été secrétaire très rapidement. Et finalement, je m'épanouis très bien dans mon métier aujourd'hui. Voilà, après, dans tout métier, on essaie de se challenger et puis de toujours faire mieux. Mhm. Et du coup, bah, Ok. C'est vrai que c'est là, bien. quand je t'écoute, je repense, alors là, c'est plus mes références de travailleuse sociale, mais à cette loi de 2005 qui disait qu'en fait, enfin qui dit, parce qu'elle est toujours en vigueur, que normalement, c'est plutôt donc aux espaces publics ou en tout cas aux autres Oui, de compenser le handicap. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, bien sûr, si on met oui. une rampe, ben, en fait, le handicap n'est plus un N'est plus un souci. souci, Si oui. les murs sont assez larges, Oui. enfin, si tout est pensé pour lui permettre Mhm. d'être plus ou moins à égalité avec les autres. Et du coup, je me dis là, alors je ne sais pas aujourd'hui comment ça a évolué sur cet accompagnement, en tout cas ce Oui, conseil que le médecin a donné à tes parents et t'a donné oui. pour ton orientation, mais dire, mais aujourd'hui, en fait, cette maladie, comment elle est prise en compte dans le milieu professionnel? Parce que oui, c'est vrai, il y a des métiers que ben, tu ne peux pas Oui, faire, aller oui. en altitude, Oui, oui, oui. des choses très intensives. Mais est-ce que, alors après là c'est une question que je me pose et peut-être que Bien nos sûr. auditeurs ont la Oui, tout réponse, à fait. n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais comment ben, justement on compense le handicap invisible qu'est la Oui. drépanocytose pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes de faire le métier finalement qu'ils souhaiteraient toute chose gardée, c'est-à-dire, oui, si c'est pas trop intense, Bien sûr, oui, trop oui. stressant. Mais du coup, on peut se faire accompagner par la MDPH, par exemple. D'accord, ok. Donc, c'est les maisons départementales qui aident toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Mhm, Effectivement, moi, je ne le savais pas et c'est au cours d'une expérience professionnelle que j'ai découvert que ça existait. mhm. Parce qu'effectivement, j'avais un poste, j'étais en Période période d'essai? d'essai, Mhm, merci. Et durant cette période d'essai, malheureusement, j'ai fait une crise. mhm. Donc, j'ai été absente. Et moi, j'ai voulu être transparente avec la hiérarchie. Donc, je suis arrivée en expliquant que voilà, j'étais drépanocytaire et que c'est des crises qui m'arrivaient, etc. Donc, avec beaucoup de bienveillance, ils l'ont entendu, ils ont accueilli, il n'y a pas de problème. Et puis, quelques jours après, on est venu me dire, bah, écoutez, on ne pourra pas vous garder
parce qu'on a conscience que votre maladie est un peu trop lourde Mhm. et donc que vous risquez d'être beaucoup trop absente. Mhm. Et c'est à ce moment-là, elle me dit, mais vous n'avez pas une reconnaissance de travailleur handicapé? Et donc, moi, je la regarde et je lui dis, bah, non, pas du tout. Enfin, de quoi vous me parlez? Elle me dit, bah, ce serait intéressant peut-être de vous renseigner parce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour vous éviter, pour les prochains postes, de perdre votre emploi à cause de votre maladie, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches, Mhm. j'ai demandé autour de moi, dans les groupes notamment de drépanocytaires, et Mhm. puis j'ai vu avec mon médecin référent, parce que c'est pas des choses qu'on nous dit automatiquement. Oui, d'accord. C'est ce que je trouve dommage. Oui, oui, il faudrait qu'il y ait un C'est accompagnement ça, à c'est chaque ça. étape de la vie. Exactement, de savoir un peu Ouais, à quoi on a accès, tout à comment fait. on peut être accompagné, etc. Et donc, j'ai trouvé dommage qu'il ait fallu que ce soit moi qui aille Mhm. à la recherche. Mais bon, peu importe. Et c'est là et qu'effectivement, on m'a dit, oui, tout à fait, il y a un dossier à faire. Donc, vous avez une reconnaissance de travail handicapé que vous mettez en avant lors de vos entretiens si vous le Mhm. souhaitez. Mhm. Et donc, ça permet aux entreprises, elles, de bénéficier Oui, d'une d'une aide aide, tout à et fait. vous, de maintenir votre emploi. Et il y a des choses qui peuvent être mises en place sur le poste, un aménagement de poste aussi, en fonction de votre handicap. Donc, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai pu postuler dans la fonction publique. Et effectivement, aujourd'hui, je bénéficie de ma RQTH, ce qui m'a permis plus facilement, en plus, de passer de contractuel à fonctionnaire. Enfin, Mhm. voilà, donc il y a des choses et il faut demander. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Et comment s'est passé le fait à un moment de passer donc oui de Christelle, drépanocytaire Oui. qui le dit quand elle veut, Mhm. à ce statut de personne en Oui, situation de de handicap? handicap, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, comme je disais, c'est quelque chose que j'aime pas forcément mettre en Oui. avant. Donc, il faut prendre du recul et se dire que la maladie, de toute façon, elle est là, elle existe, elle arrive à certains moments. Et donc, il faut aussi, nous, qu'on puisse se protéger. Donc, voilà, on se dit juste que c'est pour notre bien, entre guillemets, Mhm. pour ne pas se retrouver dans une situation encore de perte d'emploi ou Ouais, bien devoir sûr. expliquer, se justifier. Donc, voilà, après, on passe au-dessus et puis on se dit, bon, ben, voilà. Ouais, de toute façon, c'est un droit Oui, c'est ça, tout à que fait. tu Oui, oui, as, oui, donc c'est important exactement. de l'utiliser. Donc, j'ai été très étonnée d'apprendre en fait que le dépistage de la drépanocytose n'était obligatoire que depuis le 1er novembre 2024 pour tous les enfants Mhm. qui naissent. Avant cette date-là, c'était des dépistages qui étaient faits de manière ciblée parce que en faisant mes recherches, j'ai vu que pendant longtemps, on a pensé que la drépanocytose ne concernait que les Que les populations personnes noires. noires. Cette maladie, on la retrouvait beaucoup en Afrique Oui, subsaharienne et oui, aussi en Inde, alors que aujourd'hui, on sait que cette maladie, on la retrouve chez les populations asiatiques, tout à fait. surtout le pourtour méditerranéen, en Amérique. Aujourd'hui, il Mhm. y a beaucoup plus de métissage aussi, donc, c'est, je pense, aussi une des raisons Oui, qui ont amené à ce que cette décision soit prise par le oui. gouvernement. Est-ce que tu sais si aujourd'hui, vu qu'on voit que c'est une préoccupation et que maintenant on invisibilise un peu moins cette maladie-là, est-ce que tu sais si il y a des accompagnements pour les enfants, pour savoir bah, en tant qu'enfant comment je vis la maladie, à l'adolescence, Oui, peut-être au moment de l'orientation professionnelle, enfin à oui. chaque étape de la vie, Mhm. est-ce qu'il y a au-delà du suivi médical un suivi bah, même social Oui. pour évoluer dans ta vie avec cette maladie? Alors, c'est ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on est plus, et pour les enfants, plus sur un suivi médical. Voilà. Eux, ils sont pas forcément dans l'accompagnement, même pour ensuite, pour les études, etc. Je pense qu'ils laissent un petit peu le libre arbitre, pardon, à chacun. Mais effectivement, il y a des associations. Il y a deux associations maintenant sur lesquelles on peut trouver un accompagnement, Ok, des personnes, il y a des assistantes sociales qui sont aussi formées, qui peuvent très aider, bien. mais effectivement, on ne peut pas forcément compter sur le corps médical. Eux, ils sont là uniquement Hmm, pour pour le traiter soin. et prendre soin voilà, du patient, D'accord. mais en dehors de ça, il faut vraiment se tourner auprès des associations, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul
Et on peut Super. communiquer les uns avec les autres et puis se donner les petits tips. Voilà, essaye de contacter tel endroit si tu as besoin de ci ou de ça. Parce qu'on se rend compte qu'encore en 2025, il y a des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas. Mm. Donc, effectivement, si on peut s'entraider les uns les autres, c'est important. Ok, C'est important. ok. Mais après, je pense qu'au niveau scolaire, malgré tout, c'est vrai que moi, à mon époque, on m'a très rapidement aiguillé vers une voie de secrétariat. Oui, Mais aujourd'hui, il est permis de rêver, on peut avoir accès à tout, bien évidemment, en étant surveillé, bien encadré. sûr. Mais même malade, je pense qu'on aspire à une vie normale. Oui, bien Donc, sûr. on a envie de faire comme tout le monde. C'est vrai que moi, je sais que enfant, j'ai été privée de beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Jouer comme tout le monde, rester dehors parce qu'il faisait trop froid. Mm, mm. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions pour permettre aux enfants de vivre presque normalement, en tout cas. Ok. Donc, on voit quand même que, il y a du positif, en tout cas, plus ben, les personnes aussi sont malheureusement atteintes de cette Oui, maladie, plus on en parle, plus c'est visible, oui, malgré le fait que ça reste encore oui, oui, méconnu ou méconnu peu connu en encore. tout Oui, cas. oui, oui. Ok. Tout à l'heure, c'est vrai que tu as évoqué l'espérance de vie et un autre chiffre qui m'a étonné, c'est qu'avant les années 80, on estimait l'espérance de vie des drépanocytaires à moins de 20 ans. Oui. Alors, je ne vais pas te demander ton âge, mais désolé, on sait que tu n'as pas 20 ans. Mais je me suis dit, waouh, les années 80, c'est il n'y a pas si longtemps C'était que il n'y a pas ça. si longtemps. Euh, alors, je sais pas si peut-être tes parents ont partagé Mhm. ça avec toi, mais comment eux ou toi, en tout cas Mhm. pour eux, si tu as eu leur retour, on vit, on évolue, on fait des projets en se disant, mais moi, on m'a déjà dit que mon espérance de vie, alors là, j'ai vu que c'était, ils estiment à un peu plus de 40 ans. Oui. Euh, voilà. Alors, Est-ce que tu as un compte à rebours dans la tête chaque anniversaire? Ou est-ce que, comme tu nous as dit, la maladie, tu ne lui laisses pas de place et voilà, un anniversaire, ça reste un anniversaire avec oui, la c'est joie ça. de prendre un an de Alors, plus? effectivement, donc il faut, enfin, dans tous les cas, il faut avancer. Mais, alors, moi, j'ai la chance dans cette maladie d'avoir une forme SC. D'accord. Donc, j'ai pas totalement toutes les mêmes problématiques. En tout cas, à l'époque, j'avais pas toutes les problématiques que, effectivement, les formes SS rencontrent. D'accord. Où, effectivement, il y a plus de taux de mortalité dans ces formes-là. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui fait aussi le taux de mortalité chez les drépanocytaires? C'est les complications. C'est Hmm. beaucoup ça. Comme je disais tout à l'heure, en fonction de là où la crise est située, j'ai déjà entendu des drépanocytaires faire des crises au niveau de la tête, des choses comme ça. Oui, donc un AVC est Donc, possible. complètement. Oui, C'est aussi une des complications oui, qui arrivent chez oui, le oui. drépanocytaire, c'est l'AVC, tout ce qui est forcément sang, parce que le problème, c'est l'oxygénation, Oui. c'est voilà, les caillots. Mm. Donc, beaucoup de thromboses, beaucoup d'embolies pulmonaires. J'ai une forme, du coup, maintenant de drépanocytose, donc syndrome majeur, qui fait que je suis sujette aux embolies pulmonaires. Je fais beaucoup de problèmes au niveau des poumons. D'accord. Donc forcément, c'est des zones qui sont vitales. Oui. Donc quand tu le sais, tu fais un petit peu plus attention. J'ai eu dernièrement encore un très gros problème de santé qui, je pense, est lié à ma Mm, 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 drépanocytose. Donc c'est vrai qu'on a souvent cette fenêtre de tir entre la crise mm, et mm. durant la crise, eh ben, des complications vont venir Ouais, s'ajouter. Et donc, ouais, je comprends. c'est ce que tout de suite rend les choses Oui, beaucoup parfois plus. plus Oui, compliquées et voire dramatiques, quoi. oui, oui, d'accord. Mais ça veut dire aussi que à chaque fois, tu dois quand même, ben, j'imagine, faire attention. Je sais pas, moi, demain, tu dis, j'ai envie de voyager, je ne sais où, Oui. je sais pas, à l'autre bout du monde, Non, mais une crise se produit. Enfin, il faut c'est que ça. en fait, que tu t'organises quand même Exactement. pour être sûr que à n'importe quel À moment, n'importe quel on moment. puisse te prendre en charge de Tout à manière fait. adéquate, en Et fait, très et rapide. très rapidement, ouais. C'est-à-dire que normalement, un drépanocytaire qui se présente aux urgences doit être pris en charge dans les 20 minutes. Waouh.
Et il me semble, enfin, je repense encore Et à cette affaire et il me oui, semble qu'elle a non, attendu elle a attendu, oui, ouais, ouais, cette jeune femme, 20 minutes. ouais, Donc, il et me on n'y est pas semble, du tout, ouais, hein. plusieurs On n'y est heures, pas ouais. du tout. Malgré des fois hein, des très bonnes prises en charge rapides, Ouais, ouais. etc. Mais voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, Mm, effectivement, j'ai deux, trois anecdotes comme ça sur des crises qui sont arrivées euh, comme ça. Il y a une fois, je me rappelle notamment, on était partis en vacances avec ma famille et une autre famille en Bourgogne. mhm, Et durant ce séjour, j'ai fait une très grosse crise de drépanocytose. mhm, C'est-à-dire que c'était la crise impossible à calmer. mhm, mhm. Et donc, prise de panique, ma mère, elle essaye de voir l'hôpital le plus proche. Et donc, elle appelle et on lui dit que l'hôpital le plus proche est à Dijon. Dijon se trouvant être à plus d'une heure. Donc, à ce moment-là, j'avais ma tante qui était là et qui a prié et qui a dit, personne n'ira à l'hôpital aujourd'hui, Mhm. on va prier et Christelle ira mieux. Et c'est là que je dis Dieu est grand. Elle a prié et la crise est passée. Amen, La crise est passée. amen, amen. Une crise qui normalement nécessite de la Oui, morphine, nécessite morphine, une tu nous as hospitalisation, expliqué, nécessite transfusion, une ça peut prise aller en jusqu'à charge, transfusion, tout exactement. ça. La crise est Amen, passée. amen. Donc voilà. Et puis il y a encore plein d'autres anecdotes, hein. Je suis partie à un mariage, j'étais enceinte de ma deuxième fille et pareil, une crise est arrivée, sachant que j'étais enceinte, donc j'avais pas accès au même traitement, la Bien sûr, la morphine morphine, c'est pas forcément, des choses comme possible. ça. Ouais. Donc j'avais de l'oxygène plus plus. Mhm. Il a fallu qu'on contacte une entreprise pas loin de là où j'étais pour qu'on vienne me livrer de l'oxygène, pour que je puisse rentrer à Lyon. Enfin Mhm. voilà, ça met dans des situations, on n'est jamais à l'abri. Ouais. On n'est jamais à l'abri de vouloir passer un moment en famille et d'être coupé par une crise. Ouais, tout à Et fait. du coup, voilà. Et comment tu vis ton rapport à la maladie? Est-ce qu'à un moment, tu as été en colère contre cette maladie? Tu nous as bien expliqué que tu vivais ta vie et Oui, que tu n'étais pas focalisé sur la oui, oui, maladie, oui. même si tu as bien conscience, voilà, de ce à quoi tu dois faire attention. Mais est-ce que tu as eu de la colère? Est-ce que tu as eu d'autres sentiments peut-être à l'égard de cette maladie? Ou est-ce que tu as accepté et tu te bats pas contre ça, puisque toi aussi, tu nous as dit, bon, bah, la maladie est là. Oui, en fait, je prends cette maladie comme mon combat. Ok. Voilà, c'est le mien, j'ai pas le choix. Mais alors, en colère, je dirais peut-être étant plus jeune, effectivement, parce qu'encore une fois, Mhm. on peut pas mener la vie qu'on veut. Oui. Voilà, on peut pas faire de grands projets en se disant, bah, peut-être que je serai pas là parce que je serai à l'hôpital ou parce que je ferai une crise. Donc, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Moi, je peux pas être avec tout le monde alors que j'ai envie moi aussi de m'amuser, j'ai envie de Mhm. vivre ma jeunesse, j'ai envie de faire plein de choses. Mais je ne peux pas parce que cette crise ou parce que cette maladie m'empêche de. Mhm. Et par la suite, en grandissant, comme je disais, je prends cette maladie comme un combat et j'avance avec elle. J'ai pas le choix. Ok, ok. Maintenant, tu nous as parlé d'un événement où, bien sûr, on ne peut pas passer à côté, Oui, le Seigneur. tout à fait. Tu nous as dit, là, tu nous as donné ce rapide témoignage de ta tante qui a Oui, prié pour tout à toi. fait. Tout au long de ce parcours de maladie jusqu'à aujourd'hui, comment, oui, tu t'es appuyé sur le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur vis-à-vis de cette maladie? Alors, c'est vrai que maintenant, je vais dire que je vais parler de relation avec Dieu. Mhm, Dans le passé, je suis issue d'une famille catholique, hein, donc mhm, voilà, l'Église, ça a toujours été très, très, très important. Mais je vais dire que ma relation avec lui s'est vraiment développée au cours des épreuves que j'ai vécues. C'est là que j'ai découvert qui était Christ pour moi. mhm, Parce que, comme j'aime dire souvent, il m'a sauvé 3 fois de la mort. mhm, Et c'est pas les médecins qui m'ont sauvé, c'est lui. Je le sais parce que j'ai remis ma vie entre ses mains à ces moments précis. mhm, Je lui ai demandé de me venir en aide et il m'a sauvé. mhm. Voilà, j'ai eu des très grosses Amen. complications et je sais que c'est lui qui m'aide dans ce combat. Je me remets totalement à lui. Je sais que il me soigne, il veille sur moi et il me guérit. Mhm. Et j'ai confiance, peut-être que plus tard, je serai encore là pour témoigner peut-être de la guérison totale de la drépanocytose. Amen. C'est tout ce Amen. que j'espère, Et oui, c'est ce qu'on te souhaite être le aussi. porte-parole de ce que Dieu Amen. peut faire dans la vie de chacun. Et voilà, donc je le suis comme un bon soldat. Mhm. Je lui fais confiance et je sais que à chaque moment de trouble comme ça, de douleur,
il est là et il va me guider. C'est pour ça que j'aime dire que je laisse pas de place à la maladie, parce que pour moi, à partir du moment où la crise est passée, ou peu importe ce que je peux vivre, les choses sont rentrées entre guillemets dans l'ordre, je me dis que je ne peux pas revenir sur cet Mhm. événement. Voilà, Mhm. je préfère dire, voilà, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a soigné, mais pas revenir sur l'événement Mhm. lui-même. Oui, regardez plutôt à la bénédiction plutôt Exactement, c'est qu'à ça, l'épreuve. c'est ça. D'accord. Alors, tu es passé très rapidement en disant que tu es passé 3 fois Oui, très près de la mort. tout à fait. Alors, c'est pas que l'idée, c'est pas de faire du voyeurisme, Oui, oui, etc. bien sûr. Mais est-ce que tu peux dire vraiment les 3 fois, en fait, qu'est-ce que tu as eu à ces 3 fois? Qu'on comprenne vraiment aussi comment Dieu agit dans sa toute-puissance. Oui, et ben les 3 fois. Donc la première fois, c'était juste après mon mariage. Mhm. Je me suis mariée en juillet 2010 et en août 2010, à l'issue d'une crise de drépanocytose, j'ai fait une embolie pulmonaire. Et cette embolie, je l'ai eue, je suis restée quasiment une semaine parce que j'allais aux urgences et qu'on ne savait pas ce que j'avais. Je suis tombée sur un premier médecin qui m'a parlé de douleurs intercostales, etc. Mais je sentais au fond de moi que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Mhm. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je crois que c'était mes dernières forces. Quand je suis arrivée dans un dernier hôpital où là, on m'a pris en charge et on est venu dire à mes parents, bah, c'était une embolie pulmonaire. Et c'est là, du coup, derrière, après différents tests, on m'a dit effectivement, ma forme de drépanocytose fait qu'aujourd'hui, je D'accord, suis sujette aux occasionne ça. embolies pulmonaires. D'accord. Donc maintenant, je le sais, donc je suis beaucoup plus vigilante. Voilà. La deuxième fois, bah, c'était le Covid. Mhm. C'était le Covid. J'ai eu la forme la plus grave, donc le Delta. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée hospitalisée, mais par la grâce de Dieu, parce qu'on a beaucoup prié pour ça aussi, je n'ai pas été en réanimation. Alors que le médecin qui s'occupait de moi, mon médecin référent, quand elle a entendu le Covid arriver, m'a clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas attraper le Covid parce qu'elle en avait déjà eu et qu'elle n'avait pas pu les sauver. Donc moi, quand j'ai Ok. entendu ça, j'ai eu très très peur. Donc Oui. les mois de confinement, je les ai vraiment passés en confinement, Ouais, c'est-à-dire un que je ne mettais confinement. même pas le nez dehors Ouais, ouais. tellement que j'avais peur. Et donc par hasard, l'année d'après, j'attrape le Ouais, ouais. Covid. Et malgré tout ça, j'ai pu rester 3 jours à la maison. Et on a énormément prié. Mhm. Et finalement, bon, moi, j'ai été à l'hôpital et on a quand même réussi à me soigner. Mais j'avais les poumons qui étaient en très mauvais état. Mais j'ai quand même été sauvée. Amen, Il faut amen. retenir toujours, Ah oui, Dieu a vraiment, agi. la bénédiction, ouais, Voilà. ouais. Et là, le dernier événement remonte à décembre dernier où Mhm. j'ai fait un infarctus. Mhm. Voilà. Donc là encore, j'ai eu très peur parce que c'est un moment où en plus j'étais toute seule à la maison avec mon fils de aujourd'hui 2 ans. Et donc à ce moment-là, on était tous les deux à la maison et donc j'ai eu ces violentes douleurs qui sont arrivées. J'ai compris tout de suite que c'était pas quelque chose de normal. Et donc, à ce moment, je m'assois, j'essaye de contacter mon mari pour qu'il vienne surveiller notre fils Mhm. pour que j'aille à l'hôpital. Bon, il répondait pas sur le moment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. Tu sais, si ce sont mes dernières forces, mes dernières Mm, heures, mm, mm. permets simplement que Daniel arrive, que mon mari arrive et puisse prendre le relais avec notre enfant. Et voilà, qu'il n'ait pas à subir ça tout seul et que je sois toute seule avec lui et que Mm, ça mm. arrive comme ça dans l'ignorance, Mm, 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 etc. mm. Et puis, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur que vraiment il puisse décrocher, parce que j'avais appelé quand même beaucoup de Ouais, fois avant qu'il réponde. Et puis finalement, il décroche. ok. Donc à ce moment-là, et donc il a le temps d'arriver. Pendant qu'il arrivait, il a appelé Mm, les mm. pompiers sont arrivés en même temps, et donc j'ai eu la prise en charge très rapidement. En 3 heures, tout était sous contrôle, j'ai été au bloc, enfin voilà, ils ont fait le nécessaire pour me sauver. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur malgré tout, mais encore une fois, j'ai Mm, remis mm, ma mm. vie entre les mains du Seigneur et il m'a sauvée. Amen. Vous voyez, vous avez une survivante. C'est vraiment le cas de le dire Oui, là en face de vous parce que tout ce que tu nous as cité là, c'est énorme et j'imagine même pas au niveau psychologique oui, ce que ça fait de passer aussi près près de la mort. de la Ouais, mort. oui, oui, Euh, oui, c'est vrai, le Seigneur t'a sauvé, mais ne serait-ce qu'un des 3 cas, ça peut déjà être très difficile après de se complètement, bien relever, sûr. de se dire bah, finalement, cette maladie ne va pas avoir le dessus. Oui, Là, oui, tu nous oui, dis que tu te bats, que tu oui, ne laisses aucune place à la maladie, ouais. donc on sent
bah, en fait, cette rage de vivre. Oui, non, c'est une force Et de c'est caractère, ouais. vraiment, Mm. en tout cas, je trouve que c'est très encourageant et c'est un bel Oui, enseignement oui, que oui, tu nous oui. donnes là au travers de ton témoignage, parce que malgré la maladie, malgré Oui, le Covid, les embolies, etc., tu es là et oui, tu témoignes. c'est ça, exactement. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Oui, oui, oui. C'est pour ça Merci que, beaucoup ouais. en tout cas. Du coup, on arrive petit à petit vers la fin Oui, de notre épisode. Néanmoins, je voulais quand même qu'on parle de deux choses. J'ai cherché un peu s'il existait des médicaments oui. ou est-ce qu'en fait la drépanocytose peut-elle se guérir? Est-ce qu'aujourd'hui la recherche a avancé et permet de se dire on a un médicament contre cette maladie? Alors, il y a deux choses. Il y a des choses qui permettent de ralentir les effets de la Mhm. maladie, comme les transfusions, Ok, notamment. Donc, c'est pour ça que c'est très important que les personnes donnent leur sang, hein, puisque ça très aide bien. euh, Donc appel à sauver aussi, les vies. ouais. Voilà, Don exactement. de sang, ouais. Ensuite, en termes de traitement, alors pour l'instant, c'est pas une maladie qui se guérit. D'accord. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, comme la greffe de moelle osseuse, Mhm. mais ça, effectivement, c'est des choses, ça se met pas forcément automatiquement en place pour tous les drépanocytaires. Mhm. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et ça, c'est les médecins qui décident en fonction de chacun des cas de drépanocytose, si oui ou non on y a D'accord. accès ou pas. Ok. Donc voilà. Ensuite, il y a un traitement effectivement qui est arrivé aux États-Unis, Oui, la qui thérapie génique. Ouais. exactement. Mais là aussi, voilà, je pense que pour l'instant, c'est pas encore totalement maîtrisé, en tout cas ici, Mhm. pour qu'on la propose automatiquement. Après, il y a des traitements comme ce qu'on appelle le cyclos, des choses comme ça. Ce sont des espèces de petites chimiothérapies aussi. Mais tout ça, c'est pour permettre de retarder un petit peu les effets de la maladie. D'accord. Donc, ça ne soigne pas la drépanocytose en soi. Mhm. C'est juste pour nous Ouais. éviter et limiter les Voilà. crises. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Bon. Alors, en tout cas, c'est vraiment encourageant de savoir que nous, ben, on a de notre côté celui qui guérit, Oui, qui peut guérir toutes nos exactement. maladies. Euh, Ce qui est intéressant aussi pour nous dans Chrétienne sans tabou, c'est toujours d'avoir un peu le retour de nos invités pour savoir un peu quels sont les conseils que tu donnerais à l'Église. On pourrait partir sur trois conseils pour accompagner, faciliter peut-être la vie Mhm. des personnes drépanocytaires qui se Ouais. déclarent, parce qu'on peut aussi ne pas vouloir dire que l'on est atteint de cette maladie, mais comment l'Église peut être un soutien pour les personnes atteintes de la drépanocytose? Eh ben, un peu comme tu disais, dans le quotidien, ça peut être effectivement un soutien, par exemple, aux personnes qui sont isolées. Moi, j'ai la chance Oui. d'être quelqu'un de très entouré. Mhm. Donc, j'ai un mari qui est là et qui m'aide au quotidien avec les enfants, etc. J'ai une famille autour de moi aussi. Donc, j'ai la chance d'être très entourée. Mais effectivement, pour les personnes qui sont un peu plus isolées, peut-être développer une cellule de personnes qui pourraient soutenir le patient, enfin, le malade au moment La de la crise. crise, Ouais. soit dans le quotidien pour les courses, pour le ménage, pour faire à manger à la maison, Mhm, enfin, mhm. des petites choses simples de la vie, quoi. Mais Ok. voilà, et puis peut-être même rendre visite au patient hospitalisé, s'il est seul, Mhm, venir lui apporter la parole, l'encourager, le mhm, soutenir mhm. et même parler avec lui. Parce que des fois, on se sent un peu isolé. On est déjà très isolé avec les douleurs parce que c'est très difficile Ouais, d'expliquer ce qu'on ressent, ouais. mais de pouvoir en parler, se libérer, ça peut faire du bien aussi. D'accord. Ok, très Donc, bien. ouais. Eh ben, en tout cas, c'est noté. Et si tu devais donner un conseil à une femme qui est drépanocytaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Une femme qui écoutera cet épisode. Je lui dirais de vivre et de prier. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu est là, Dieu veille. Il faut lui faire confiance, mettre sa main dans la sienne et croire qu'il peut tout pour toi et vivre parce que tu es plus forte que la maladie. Même si sur le moment tu te dis que non, c'est difficile, elle t'accable, mais tu es plus forte que la maladie. Et vraiment, ça aide, ça aide, ça aide beaucoup. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Christelle, Avec plaisir. pour ce témoignage, pour ces conseils. Merci pour ta confiance, de t'être Oui. livrée aussi pour nous aujourd'hui.
J'aime toujours finir les épisodes par un verset sur lequel j'ai Mhm. été conduite en préparant cet épisode. Et le verset qui m'est venu à cœur se trouve dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et j'aime ce verset parce que je trouve que c'est vraiment une perspective de l'espérance qui Oui, nous attend dans le Seigneur, qui vraiment nous montre qu'en fait, ce que l'on vit ici, oui, ça peut être douloureux, ça peut être très compliqué, tout à fait. mais lorsque l'on demeure dans Oui, cette espérance vivante qu'est Jésus, en fait, on a vraiment tout un royaume, c'est-à-dire le royaume de exactement, Dieu qui tout à s'ouvre fait. à nous, et ça nous permet aussi de relativiser les souffrances que l'on vit. Alors en Tout tout à cas, fait. vraiment un grand merci, Merci à toi. Christelle. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur notre page Instagram, à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut pour continuer à être informé de notre actualité. J'allais terminer en oubliant que cet épisode, nous l'avons enregistré dans le cadre de la Journée internationale de la drépanocytose qui a lieu donc aujourd'hui, le 19 juin. Donc n'hésitez pas à vous informer encore sur cette maladie et à relayer l'épisode. Demeurez bénis et à bientôt pour un nouvel épisode de Chrétienne sans tabou, le podcast où l'on parle à cœur ouvert. Bye bye. Tu souhaites partager autour de l'allaitement? Tu as un cancer du sein ou tu as vaincu cette maladie? Tu as été victime d'infidélité au sein de ton couple? Si tu es concerné, sache que ton témoignage peut édifier et encourager. Et même si tu n'es pas concerné mais que tu souhaites nous partager ton témoignage, écris-nous par mail à contact@abigail-project.org ou sur la page Instagram de notre association Abigail Project. À bientôt!